Zap Congo. Zap Congo. Zap Congo. Zap Congo. Zap Congo. Tuna kati ya Fachiba, biso tu bana ya Fachiba, biso tu bana Fachiba, non de père et de mère. Tandis que numéro 20, biso tu numéro 20, donc il va numéro. Messieurs, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois pour un nouveau numéro de Face à la presse. Pour ceux qui ne le savent pas, Face à la presse, c'est un rendez-vous que la diaspora a fait pour recevoir les hommes politiques pour parler de notre société. Vous le savez que nous sommes actuellement en pleine période électorale et nous avons la chance aujourd'hui parce que le peuple congolais se demande des fois qu'est-ce que la diaspora a fait ou fait par rapport à notre pays. La diaspora fournit des scientifiques, fournit des personnes qui rentrent chaque jour au pays pour pouvoir ajouter un plus. Parmi les dignes fils du pays, nous avons aujourd'hui le plaisir, parce que je ne suis pas seul sur le plateau, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir dans le plateau de Face à la presse une émission qui passe en même temps sur Internet et dans tous les médias possibles au Congo, un digne fils du pays, son Excellence, M. Didier Boudim. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko Francis Katkoundé, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait longtemps, je suis heureux d'avoir le plaisir de vous recevoir parce que cette période est vraiment très importante pour notre pays et de vous avoir en face de nous pour pouvoir poser les vraies questions. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir ma conseillère Julia Mukonde qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Excellence. Bonsoir Madame Julia. Nous vous avons vu le 24 novembre dernier ici lors du lancement de la campagne officielle pour la diaspora. Nous aimerions savoir quel a été votre ressenti. Est-ce que le rendez-vous donné à la population congolaise de la diaspora a été un succès ou pas? Je pense que ça a été un succès. Vous étiez là, donc vous avez vu la salle comment elle a été remplie. Beaucoup des mamans, des jeunes garçons, des papas qui sont déplacés. Nous savons tous qu'en Europe, ce n'est pas comme dans d'autres continents où les gens sont obligés de travailler pour essayer de vivre, pour vivre. Et toutes ces personnes, il y en a qui ont laissé leur travail parce que c'était un vendredi, donc un jour ouvrable, où les gens sont venus pour répondre massivement au lancement de cette campagne du candidat président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est actuellement notre chef de l'État. Et nous avons vu que la communion qu'il y a eu entre nous qui étions là pour lancer et ceux qui étaient là pour recevoir le message. Donc je pense que c'était une réussite totale. Par rapport à ce que la diaspora, pour une fois, il faut reconnaître ça au gouvernement actuel, la diaspora a enfin le droit de voter, sauf qu'on se plaint un tout petit peu, je dis la vérité parce que je suis de la diaspora, on se plaint un tout petit peu que vous nous ayez gardé que les présidentielles. On aurait aussi bien aimé participer à la vie, à l'élection des députés, ce genre de choses, parce que, étant donné que moi particulièrement, j'ai gardé ma nationalité congolaise, mais on aurait aussi influé sur le choix des élus. Cette fois-ci, quand vous étiez revenu au gouvernement et par rapport à la CENI, par rapport à tous ces critères-là, pourquoi ne nous avoir mis que pour les présidentielles? Je pense que dans toute démocratie, dans tout ce qui est grand, ça prend du temps. Nous avons vu même la démocratie française, ils ont pris du temps pour arriver à là où ils sont aujourd'hui. Ce qu'ils ont pu mettre en place aujourd'hui, ça a pris du temps. Et là, c'est une première. C'est parmi les innovations que nous a ramené le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la diaspora puisse voter. C'est depuis 2006 que nous avons eu le système électoral au Congo, mais c'est la première fois, donc 2006 à aujourd'hui, pratiquement, si je ne me trompe, on est 17 ans plus tard, c'est à peine qu'on arrive maintenant à le faire. Donc, pour arriver à 1000, on commence par 1. C'est le premier processus que, à mon sens, je dis vraiment rempli de transparence et démocratique. Attendons, en 2028, les choses vont évoluer. Mais on commence déjà par ça. Et vous allez voir que ce n'est pas partout au monde qu'on vote, parce que dans d'autres pays, c'est au niveau de chaque ambassade qu'on essaie de mettre des urnes pour que les ressortissants de ce pays viennent voter. Nous, on a choisi quelques pays, on peut dire que ce sont des projets pilotes. Nous avons commencé pour voir ce que ça va donner en termes de transparence pour que demain, en 2028, que nous puissions refaire l'expérience et en grandeur nature, comme vous voulez que ce soit fait. Avant que ma consoeur enchaîne, pourquoi ces pays particulièrement? Justement, parce que la diaspora est étalée à travers le monde. Mais c'est vrai qu'on a vu que vous avez choisi quelques pays particuliers, la France, la Belgique. Pourquoi ces pays particulièrement? Je pense que c'est par rapport à la concentration des ressortissants congolais. Quand on est à Bruxelles ici, il suffit de parler lingala là dehors, c'est comme si on était à Kinshasa. Paris, c'est rempli de Congolais. Le Canada, pareil. Les États-Unis, pareil. L'Afrique du Sud, pareil. Je pense que ça a été choisi en fonction de ça.
Donc je n'étais pas dans la commission, mais dans mon sens, c'est en fonction de ça. Et c'est au fur et à mesure qu'on va essayer d'étendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on aurait mis que les gens aillent voter au sein des ambassades, on allait nous traiter dans d'autres pays, on allait dire non voilà, c'est une façon de bourrer les urnes, c'est une façon de donner du crédit à leurs candidats. Là, ça se fait au niveau de Bruxelles. Par exemple, quand je donne l'exemple de la Belgique, il y a toutes les tendances. Et tout le monde pourra contrôler le processus. Et ceux qui se sont enrôlés, ils ont leur numéro, ils savent le nombre de personnes qui sont enrôlées. Donc les choses vont se faire avec toute transparence. Et c'est ça le souhait, que ce soit du chef de l'État, de tout son gouvernement et de la République démocratique du Congo, de tout son peuple. Par rapport à l'Union sacrée, que dites-vous à ceux qui pensent que l'Union sacrée est un leurre car elle n'a pas de base juridique? Ce n'est pas un parti. Nous avons l'exemple de Katumbi qui est sorti de l'Union sacrée naturellement. Que pensez-vous? Devrons-nous avoir l'Union sacrée? Devrait-elle avoir un cadre juridique? Je pense que l'Union sacrée, c'était l'appel du chef de l'État pour que tous les Congolais viennent se mettre autour de lui, question de faire évoluer le pays. Parce qu'avant ça, nous avons passé pratiquement 1 année et demie, 2 ans avec le système FCC Cash qui a montré ses limites. Après, il y a eu le problème de la Covid, mais il fallait trouver des solutions pour que le pays puisse aller de l'avant. Le chef de l'État, en 6 minutes, il a lancé son appel et nous avons vu les acteurs politiques. Mais on savait tous que tous n'étaient pas des saints. Il y en a qui venaient pour chercher des moyens pour nous combattre aujourd'hui. Et nous savons qu'ils ont l'art de démissionner. Ce n'est pas une première pour eux. Ils l'ont fait à l'ancien président Kabila. Ils étaient avec lui jusqu'à la dernière minute et puis ils ont démissionné. Et ils ont fait croire qu'ils étaient avec nous, avec le président Tshisekedi, avec l'UDPS. À la dernière minute, ils se sont retrouvés pour lâcher, pour aller faire des histoires un peu compliquées. Et on savait, on s'y attendait un peu. Mais dans le souci d'une certaine cohésion, nous avons laissé faire les choses. Et tous, on savait que ça allait chuter par là. Ils avaient démissionné. Ils ont même essayé de prendre certains mandataires, mais ça n'a pas marché. Et vous verrez que même parmi ceux qui étaient venus de cette formation, il y en a qui sont encore restés au sein du gouvernement parce qu'ils ont compris qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Donc, dire par rapport à votre question, je pense que l'union sacrée, c'est d'abord un état d'esprit. Nous n'avons pas obligatoirement besoin de nous structurer du point de vue juridique. Nous avons des partis politiques, des regroupements. Au sein de chaque parti, au sein de chaque regroupement, il y a des structures. Moi, je suis le président par autorité morale de l'autre division du Congo et allié, là où il y a à peu près 16 partis politiques, dont parmi les plus grands, le MPA, celui et puis le parti de Mouton Baka Fransenda, le parti de Paul Bindou, ou des partis des Maï Maï, où il y a tout plein de partis. Donc je pense que l'union sacrée, c'est un état d'esprit. Et à ce jour, je ne peux pas penser que c'est un échec parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons comment tous les acteurs de l'Union sacrée sont déployés à travers la République. Nous voyons le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le grand travail qu'il a là-bas au niveau de l'Équateur pour la réélection du chef de l'État. Nous voyons le vice-premier ministre Vital Kamerhe, le travail qu'il est en train de faire. Nous voyons le président du Sénat, Bahati Lukwebo, le travail qu'il est en train de faire. Nous voyons le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, l'honorable président Mbosso, le travail qu'il est en train de faire. Donc je pense que l'Union sacrée, c'est un état d'esprit qui est en train de faire son travail, qui est en train d'aider, pas que le chef de l'État, mais le peuple congolais pour que demain nous puissions atteindre nos objectifs. Excellence, on va parler justement de l'Union sacrée. Cette union sacrée que le peuple congolais, je vais me faire l'avocat du diable, que le peuple congolais ne comprend pas à première vue. Le peuple congolais ne comprend pas sa première vue dans quel sens? Au départ, le président Tshisekedi n'avait pas la majorité au Parlement. On a compris qu'il fallait qu'il y ait certains qui puissent quitter le FCC qui avait la majorité pour passer du côté du président Tshisekedi pour que la majorité change. Mais on a l'impression, pardonnez-moi de le dire, que certaines personnes qui étaient accusées, que ce soit par la justice ou par le peuple ou par les enquêtes, d'avoir fait certains détournements sous le Raïs, aujourd'hui, font comme une sorte de blanchisserie derrière le président Tshisekedi. Et que c'est ça, parce que vous êtes nouveau en termes dans l'élite politique, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on accuse le président Tshisekedi de couvrir certaines personnes qui sont cachées derrière lui. Parce qu'aujourd'hui on dit que les politiciens congolais n'ont pas d'âme. Comme on ne sait pas où est la gauche, où est la droite, ils suivent celui qui est au pouvoir. Comment vous répondez à ce genre de critique? Que vous êtes là pour couvrir plein de gens qui n'ont rien foutu durant 18 ans du président Kabila et qui se cachent aujourd'hui dans les 5 ans du président Tshisekedi? Je pense que c'est pas compliqué, c'est très simple.
Ceux qui connaissent la configuration du Congo actuellement, le chef de l'État ne se mêle pas de tout ce qui est justice. Quand on a des soucis au niveau de la justice, on y répond. Si on est fort, on s'en sort parce qu'on a été bien défendu, parce qu'on a eu des bons avocats, on avait des arguments. Le chef d'État, il n'intervient pas dans tout ce qui est justice, ni en termes de libération ou de relaxation, il n'intervient pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si c'est ce que réellement, d'après vous, que le peuple pense. Que certaines, en tout cas, personnes pensent. Si c'est la réalité, le 20 décembre, nous allons voter. Alors, ils doivent sanctionner ceux-là qu'eux estiment qu'ils ont eu à faire des détournements, où ils ont eu à voler l'argent du peuple et qui sont là, cachés, peut-être parce qu'ils ont des immunités, parce que peut-être ils sont parlementaires, soit au niveau de la chambre basse ou du Sénat. Mais après le 20, c'est au peuple de sanctionner. Parce que l'idée que ces élections doivent être transparentes, équilibrées et avec toute la vérité possible. À l'issue de ces élections, si le peuple sanctionne, la personne qui se cachait derrière des immunités, ils ne vont plus en avoir. Et si vous pensez que nous, on les cache pour essayer d'avoir de l'équilibre ou, je ne sais pas, d'essayer d'une majorité, cette majorité ne va pas exister. Donc, la justice va faire son travail et le peuple pourra, si c'est réellement ça la volonté du peuple, il pourra se retrouver par rapport à ça. Mais on ne va pas rentrer en arrière pour parler des histoires que soit vous et moi, on ne pourra pas maîtriser parce que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes qu'humains. Et même nos juges ne peuvent faire le travail qu'ils ont sur la table. On peut dire que M. Fonseca Kakunda a détourné ou il a fait ça, il vient se cacher. Mais tant qu'on ne sait pas le prouver, on ne peut pas l'accuser ou on ne peut même pas se permettre de parler de ça parce qu'au final, c'est de la diffamation et ça pourrait avoir d'autres conséquences. Je vous cite, même Dieu qui pouvait créer le ciel et la terre en un instant l'a fait en 6 jours. Pourquoi vous donnez ce deuxième mandat? Que pensez-vous que vous allez réaliser de mieux que vous n'avez pas pu faire parce que nous ne voyons pas un programme établi avec une datation claire? Pourquoi vous donnez ce deuxième mandat? Déjà, je pense que la réponse est dans la question. Même Dieu, pour créer la terre, il aurait pu le faire en 1 seconde parce qu'il est Dieu. Ou en 1 minute, il a pris 6 jours pour se reposer le 7e jour. Pour refaire ce qui a été détruit pendant 18 ans, 32 ans, 3 ans, donc je pense qu'en 4 ans, en 3 ans, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas une façon de dire que non, on n'y arrive pas parce que le temps est trop court. Non. Il y a eu des progrès qui ont été faits dans plusieurs secteurs. Et je pense que par rapport au programme du chef de l'État, je veux d'abord vous parler de la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité, à l'époque, il y avait des familles qui étaient exclues du système éducationnel. Il y avait des familles qui ne pouvaient plus prétendre à éduquer leurs enfants, à donner une certaine formation à leurs enfants. Il y avait des familles, il y avait des parents qui étaient enseignants, qui ne pouvaient même plus regarder leurs femmes dans les yeux en rentrant le soir à la maison parce qu'ils n'avaient plus rien à apporter à la maison. Grâce à la gratuité de l'enseignement, on a vu entre 3 à 5 millions d'élèves qui ont repris la filière scolaire qui permet de donner une certaine chance à ces familles. Grâce à la gratuité de l'enseignement, nous avons vu des enseignants qui touchaient à l'époque 60 000 francs qui sont maintenant à près de 320 000, 350 000 francs congolais. Et vous allez me dire que ce n'est pas énorme, ça ne vaut que près de 150 $180, mais moi je vais vous dire que c'est énorme parce que chez moi, dans mon village, à Niengue ou dans je ne sais pas, à Moupompa, un enseignant qui touche 350 000 $, c'est vrai qu'il y en a même qui commencent à prendre 2-3 femmes parce que c'est trop. C'est énorme, ils sont dans la campagne. Par rapport au pouvoir d'achat, si au niveau de la campagne, le pouvoir d'achat est énorme par rapport à ça. Au niveau de la campagne. C'est pour ça que quand on était quand j'ai fait au ministère de l'EPST, nous avons mis des primes de brousse pour donner encore un surplus à ces enseignants. Parce que les conditions, ils font des kilomètres pour aller travailler. Il y avait une prime de bourse, il y avait une autre prime pour ceux qui sont au niveau de Kinshasa, parce que la vie elle est plus chère, via le loyer, le transport, pour essayer d'alléger ça. Et tout enseignant, avec toute sincérité, vous diront que ce qu'ils ont vécu avant et ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, il n'y a même pas, il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion, c'est le jour et la nuit. Et que dites-vous à ceux qui pensent que le niveau scolaire justement a baissé parce que la gratuité fait que la rigueur n'est plus... Le niveau scolaire ou au niveau de l'enseignement n'a pas baissé qu'en République démocratique du Congo, c'est un peu au niveau international parce qu'avec l'arrivée de tout ce qui est Internet, TikTok, tout ça, il y a quand même un certain décalage que nous remarquons tous. Vous allez voir, si vous allez au niveau de la France d'il y a 20 ans et la France d'aujourd'hui, ce n'est plus la même formation.
Au niveau de la Belgique d'il y a 20 ans et la Belgique aussi n'a plus la même formation. Donc c'est un problème qui est un peu sociologique au niveau international. Mais nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons mis des formations en place. Nos enseignants sont formés. Il y a des fonds pour ça. Il y a même une grande direction qui était chargée, qui est chargée de mettre à jour et de former les enseignants qui étaient jadis dirigés par le directeur Landou, qui nous a quittés il y a quelques mois, parce que je connaissais personnellement. Et cette direction fait un grand travail. Et ça, il n'y a rien à dire. Nous sommes arrivés à un point où même on a vu que par rapport à tout ce qui est enseigné actuellement, tout ce qui est histoire ou géographie, ça perd un peu de son sens parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'histoire, nous devons intégrer Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Quand on parle de l'histoire, qu'on le veut pas, nous devons intégrer quand même Joseph Kabila, quand il a été notre président. Quand on parle de la géographie, nous avons quand même intégré que nous n'avons plus les mêmes nombres de provinces, que les choses ont un peu changé, qu'il y a eu des bandes qui ont été bougées au niveau de la frontière avec l'Angola. Il y a tout ça qu'on doit réintégrer dans notre système. Il faut faire une remise à zéro. Et il y a une direction qui s'occupe de ça, qui est en train de faire ce grand travail. Mais peut-être que vous ne le voyez pas au niveau de la télévision, les gens ne le savent pas. Mais il y a un grand travail au niveau du ministère de l'Éducation, de l'EPC qui est en train d'être fait. D'où j'en profite pour saluer et féliciter mon collègue Tony Mwaba, parce qu'il est en train de faire la continuité de ce que le chef de l'État nous avait confié, et il le fait bien. Et croyez-moi, d'ici quelques années, le monde verra ce qui a été rapporté en termes d'éducation en République démocratique du Congo. Et pour voir que l'éducation et la formation, c'est réellement le créneau du chef de l'État, descendez à Kinshasa, allez voir les hommes des étudiants, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ce n'est plus des endroits insalubres comme dans les temps. Ça arrive, on a même logé les athlètes qui étaient venus pour les Jeux de la francophonie là-bas. Ils ne se sont pas plaints. C'est parce que le chef de l'État tient à ce que l'éducation, la formation puisse réellement avoir sa place. Parce que quand on est formé, les résultats, il est bon. Quand on n'est pas formé, c'est des à peu près, c'est tout ce que nous voyons, ça climatique et puis mon population, c'est parce qu'il n'y a pas eu formation. Pourquoi vous, on vous connaissez ici en Belgique, avez-vous choisi le candidat Félix Tshisekedi à votre époque, c'est-à-dire en 2018 ? Pourquoi l'avoir rejoint? Pourquoi avoir voulu passer des affaires que vous faisiez en politique? Déjà, la première des choses, je pense que c'est une question de prise de conscience. Et c'est une question de comment je peux dire, c'est bien d'être en Europe. On est à l'abri, on a un certain confort. Il y en a qui travaillent chez Aldi, il y en a qui font autre chose, il y en a qui travaillent au niveau de nos banques, Fortis et autres. Et on a un bon salaire, on sait s'acheter une voiture à crédit, on sait prendre sa maison à crédit. On a une femme qui travaille à l'infirmière ou elle travaille je ne sais où. On peut penser que ça y est, que tout va bien. Mais moi, à un moment, j'étais aussi un peu dans cette logique. Bon, voilà, on est en Europe, c'est bon, on ne se prend pas trop la tête. Mais je suis allé à Kinshasa, je pense la première fois, c'est en 2006. Et avant que je ne me rende en Europe, je n'avais pas laissé le phénomène qu'on a aujourd'hui, les Wewa. Je suis allé en 2006, j'ai vu ce phénomène de Wewa, j'étais choqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a essayé de trouver ça normal. Je suis revenu en 2008, en 2010, en 2012. Je suis revenu en 2014. Et en 2015, j'ai dit non. On ne va pas léguer un tel pays à nos enfants. Parce qu'à chaque fois, quand je venais, quand je rentrais à Kinshasa, quand je rentrais, je regardais ma fille Alésia, je dis, mais on ne peut pas léguer un tel pays à nos enfants. Après, ce sera irresponsable, ce sera méchant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Il faut se battre et entrer dans le système pour essayer de travailler de l'intérieur pour réellement le changer parce qu'on a cette volonté. Et c'est ça que j'ai fait. Maintenant, pourquoi avoir choisi? Parce que comme vous voyez, de 2018, mais moi, je pense que je suis allié avec mon parti de l'UDPS depuis 2016, si je ne me trompe pas. Pourquoi l'avoir choisi? Mais c'est le peuple d'abord. L'idéologie de Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, le peuple d'abord. Cette idéologie-là que le chef de l'État est en train de continuer à mettre et à faire appliquer. C'était ça. Pourquoi vous aurez voulu que j'aille ailleurs? Pour quelles raisons? Financier. Pour trouver du confort. On en avait ici. Mais l'idée n'était pas ça. L'idée était d'aller se battre réellement pour notre population, pas mon population, mais pour notre population, aller faire le combat sur place. Et c'est ce qu'on a mené. D'autres pensent que nous sommes arrivés parce que le président Félix a pu gagner aux élections, avoir le pouvoir.
Ça n'a rien à voir, on a commencé bien avant. Si vous regardez dans les archives, vous verrez même que, je le dis, et ça m'a toujours fait très mal au cœur quand j'en parle, il y a même Thérèse Kapangal qui est morte dans mes bras le jour où on a marché au niveau de l'église catholique de Kitambo. Donc c'est idéologique. Il n'y a pas autre chose idéologique, c'est le peuple d'abord. Il faut que ce peuple puisse manger, étudier, être formé gratuitement, bénéficier de la couverture universelle de la santé et que nos mamans aussi puissent accoucher gratuitement et que nos nouveau-nés, nos enfants, puissent bénéficier des soins et de la protection que nous sommes en train de mettre en place. Excellence, Toyebi Kozalaki, vice-ministre de l'enseignement. Oui. Nassimanango, premier ministre, il y a hydrocarbures. Batinu Souazo Kamo. Parcours Nino, il y a exception aux Anango, aux Ala, la poste à mener les bons. Et là, on est nous. Oyo, mon conjambo Kazali, comment on a quatre, il a encore plus de responsabilité à mener les bons. J'aurais pas mieux dit. Hein. Je pense que, comme on dit, je vais prêcher pour ma propre chapelle, mais je pense qu'il y a une question de compétence. Au début, comme vous l'avez dit, je n'ai pas commencé comme ministre où j'avais un grand département. J'étais vice-ministre de GPST où il y avait un ministre d'État, Willy Bakonga. Donc c'est le ministre qui gérait, le vice-ministre là pour aussi le ministre. Mais ceux qui savent, ceux qui étaient là, le gouvernement était un gouvernement composé là qui FCC cash. Il fallait pouvoir imposer la gratuité de l'enseignement. La gratuité se passait par les testés. Et à cette époque-là, tous les camps FCC, ils avaient comme mot d'ordre empêcher la réalisation de la gratuité de l'enseignement parce qu'ils savaient qu'en 2023, ça allait donner encore plus d'avantages au chef de l'État par rapport à ce qui est constitutionnel qui n'a jamais été mis en place. C'était ça le mot d'ordre. Et je me rappelle même le ministre d'État, Willy Bakonga, il a été harcelé par sa famille politique pour essayer de bloquer déjà la gratuité, chose qui n'a pas pu faire parce qu'il a vraiment été bousculé par rapport à ça. Et moi je vous disais que le travail que j'ai eu à faire, allez voir les syndicalistes, allez voir ceux qui ont pu suivre, ou à rien même sur le net, je ne dormais pas, je me suis battu pour asseoir cette gratuité, juste à ce que le gouvernement puisse changer. Et je ne suis pas dans la tête du chef de l'État ou du Premier ministre pour qu'ils ont choisi déjà aux hydrocarbures, mais c'était la décision du président. Parce que quand on devient ministre, on ne choisit pas son portefeuille, on ne dit pas je vais aller à tel endroit. C'est le chef de l'État qui regarde par rapport à vos compétences, il gère avec le Premier ministre, avec tous ceux qui sont là en termes de poids politique pour savoir quel portefeuille vous donnez. Le chef d'État m'a confié ce portefeuille, je pense que c'est parce qu'il a vu que j'ai fait un bon résultat, un bon parcours au niveau de l'EPST. Je suis aux hydrocarbures, avec toute modestie, je pense qu'à ce jour, je peux prétendre faire un bon travail. Parce qu'à ce jour, aller au sein de la population congolaise, même au niveau de la diaspora, demandez-leur qui était aux hydrocarbures avant, la plupart ne connaissent pas le ministre qui était là. Parce qu'on ne parlait pratiquement pas des hydrocarbures. La plupart ne savent même pas que l'honorable Jean-Bernard Mine était ministre des hydrocarbures. Ils ont plus gardé en mémoire qu'il L'image qui était mise à la communication. de la communication. Ok, parce que les hydrocarbures. Et même quand j'ai vu, parce que c'était quand, l'honorable Jean-Bernard Mine me féliciter pour le travail que je suis en train d'abattre au sein du ministère des hydrocarbures, je pense que le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il a fait un bon choix et comme c'est un croyant, peut-être c'est Dieu qui l'a guidé. Mais vous comprenez, osons comprendre le fait que par exemple, Batou, que Batou va comprendre que tu passes de la jeunesse aux âges jeunes. Tu avais aidé au vice-ministère de l'EPSP. Tu passes de ça à un secteur aussi important et primordial des hydrocarbures. Ils se disent, mais parcours académique, formation, tous ces gens-là, comment on passe de là à l'autre Kakaboye? Et est-ce qu'il a étudié ça? Est-ce qu'il a une formation? S'est-il entouré de qui? Parce que c'est un secteur hyper important. Tout le monde sait que le Congo, beaucoup de gens, beaucoup de pays, ont jalousé des richesses qui sont cachées du Congo par rapport aux hydrocarbures et tout ça. On se pose des questions. Ma journaliste est belle, j'ai vu qu'il y a des collègues journalistes qui t'ont attaqué par rapport à ça, par rapport à ton passé, par rapport à tout cela. Au monde, toute cette pression. Des fois, c'est aussi la mauvaise foi qui joue dans certaines façons de faire de vos confrères. C'est pas dans ce sens. La première chose, en termes de formation, je suis licencié en droit public du lycée de l'université technologique de Bel Campus. Donc, j'ai un cabinet d'avocats, BND, qui exerce au sein de ce cabinet. J'ai au moins 5 avocats qui travaillent avec moi et nous gérons quand même des grands dossiers. Mais être ministre ne veut pas dire qu'il faut avoir étudié le secteur dans lequel on veut.
peut être ministre de l'EPST, mais on n'est pas obligé d'être enseignant. On peut être ministre des hydrocarbures, comme on n'est pas obligé d'être ingénieur ou quelqu'un qui a étudié tout ce qui est hydrocarbures, quoi que ce soit. Un ministre, c'est un chef d'orchestre. Il a une vision qui prend du président et du Premier ministre. C'est comme ça qu'il a un cabinet où il a des conseillers. Dans ces conseillers, il a des experts dans chaque matière. Maintenant, lui, il est là pour pouvoir orienter et que la vision du gouvernement puisse être respectée. Mais c'est le ministre qui prend la décision finale. Oui, nous avons vu le président Sarkozy qui est un avocat, qui était ministre de l'Intérieur. Il n'a pas été de renseignement ou quoi que ce soit, il était ministre de l'Intérieur, il a été président de la République. Alors quel cours nous devons prendre pour devenir président de la République ou pour devenir Premier ministre? Les gens disent que, tu sais, pardon, Excellence, on vous appelle Superboy. C'est-à-dire que vous êtes un jeune Superman, c'est-à-dire le gars il vient de là, il passe à là, il monte très haut, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son truc? C'est quoi son... Il n'y a pas de truc, parce que je comprends un peu la question. D'autres pensent que moi, peut-être que j'ai connu le chef de l'État, peut-être je ne sais dans quelles circonstances, mais je vous le dis, et Dieu m'en est témoin, je connais le chef de l'État dans mon engagement politique. Il n'y a pas eu une autre relation avant. C'est dans mon engagement politique, parce que je crois en lui. Je crois énormément en lui. Je suis allé vers lui par rapport à mon engagement politique. C'est là que va commencer notre histoire ensemble. Dans le cadre de la campagne électorale dans la diaspora, Son Excellence M. Didier Boudimbo a fait un tour et une descente auprès des Congolais de Bruxelles, particulièrement dans le quartier d'Ixelles à Matongé. Cette visite était dans le cadre de sensibiliser les Congolais par rapport aux élections présidentielles. Tout le monde sait que les Congolais actuellement, surtout les autorités, ne sont pas en odeur de sainteté dans la diaspora. Mais il a réussi à entrer à Matongé sans aucun embêtement, ni de la part de ses compatriotes. Il a été reçu à bras ouverts par toutes les mamans et par toutes les commerçantes du quartier. C'est avec joie qu'il a été accueilli par tous les Congolais qui, en ce moment-là, ce mardi 28 novembre, étaient à Bruxelles pour faire leurs courses. Cette image démontre la popularité de son Excellence, le ministre des Mines, des Hydrocarbures, et surtout, cette visite montre la popularité du candidat numéro 20 auprès de la diaspora belge. Cette visite démontre la popularité du ministre Boudimbo auprès de la diaspora et lui ont promis un soutien indéfectible au candidat numéro 20, c'est-à-dire le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Ils sont de l'ouïa dans le pototé, par contre, il y a ça riche. Pourquoi pas la valeur de tout le monde voté, Mukolomboka. Bah, oh, voilà, bah, y'a comme un Kolomboka. Kolomboka, il est un fake. Félix Kolomboka, cet acte est à louer, parce qu'il est très rare de la part de nos frères congolais résidant à l'extérieur d'accueillir aussi bien une autorité du pays, malgré la mauvaise campagne qui est faite par certains collègues ou certains confrères. Je suis en tout cas là pour soutenir le président Fachi Béton 100%. Je suis de l'autre vision du Congo, de la partie de l'AVC, on est ensemble. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment de maintenir notre président en place pour un deuxième mandat et on est sûr à 100%. Beto mwana mbo
mboka toyebi lupango na bango pays papa mama toyebi bango tande ezana kaka Fachi Béton Fachi Béton Fachi Béton Fachi Béton Fachi Béton Papa Dieu, ça va pas. Awa, toza na message mibale te message oyo tosenga na diaspora nyonso bandeko nyonso bazala na Bruxelles bavote oyo ya bango Fachi Béton po ndenge toza boye moko na kati na biso aza na histoire mo na ye moko bayebani na ndenge moko boye mais po ayebani parce biso nyonso ntango azalaki na exil ntango azobunda bitumba tovanda na ye awa moko na moko toyebi baqualité na ye et je pense que il faut topesa ye deuxième mandat pour permettre misala oyo abandaki. Il y a gratuité de l'enseignement. Soins médicaux universels pour nous soins gratuitement on est à Salamaka. Abani Misalamaka, c'est la reconstruction. Les lois que maman yemo, au moins maman yemo comme les UZV Bruxelles. Les lois que naba homme na biso, il y a UPEN, il y a campus qu'on a na Unity. Au comment naba homme comme il le voit à nouvelle la neuve. Et donc aux hommes on a montré la volonté à changer. Puis il y a qu'on faire changer Makambongo. Volonté pour faire changer la situation au peuple vivant. Ça n'a pas été facile. Torolobaté Kenyon c'est qui bien. Il y a eu des failles, il y a eu des erreurs, il y a eu des boé. Mais le fait que volonté Zalaki, résultat est positif. Positivité et résultat tout le monde a un dernier. Bateau basé par économiste, c'est pour moi l'économiste, mais il y a trop d'échanges, plutôt que réserve d'échange, ils ont 800 millions et comme 4 milliards. Les autres, c'est que toi, on a facilité à importer. Première des choses. Ce qui bateau va kenaki, ça mi bata la banzela. Ok, bomone lengesa, obimi pen ok bumbu, nzele fumama. Ok, masekita, nzele salama. Au côté de l'intérieur, avec 145 territoires, programme 145 territoires, hôpitaux, écoles et zakoto. Mais les autres nangambu kuna banguna bangi bajinga biso basa n'importe quoi. Les autres muto oyo atanga rakomba banguna boye. Comme on a Fachi Béton. Si fois le bakiza Kagame to yebi. Mais ba misusu o bazoya parce que to yebi ba commerçant ba mon peuple mon population. Ba oya na makambo ba yaka nango wana ya lokuta. Ya lokuta dérivé. Bon o ba yiba peuple ba oya nango ko ba corrompre. To zukutu eko ba ki basenga batu ba numéro national na bona ba carte d'électeur ba pesa batu 2000 € à la Belgique. Parce que bayebi ke bako gagner te. Ba kene na tricherie. Awa ezamboka ya Fachi Béton. Ndana kasa kuna ke kubata campagne pour mukonda mu anga mo na photo ya awa. Awa, c'est d'abord symbolique. Victoire Mozart écrasante. Il faut, bon, c'est autant raté, mais mon population. Awa, c'est pour nous compter Nabino, Nana moi Nabino, Lek Nabino, Ya Nabino, tous la famille de Toye Bani, les lots, Oyo, Fachi Béton de Sala. Accompagner la maman Denis pour voir ça pour Namboka Nabiso. En tout cas, n'a évité. Il faut monter maman B pour nous répondre. Même dans le terme de diaspora, les lotos matato kita, peut-être axé peut-être par rapport à domaine à ça, nous êtes très technique, mais pour nous trouver ça la tueba pour tous ensemble. Tous ensemble. Allons Awa comme candidat. Toloba nae ok candidat au son président de la République. Azonga pe président de la République. Lelo Aza président de la République. Il faut to bunda poazala reconduit. Il sera reconduit. Yango moni na sepeli to tamboli matunge
tokoti na baboutique biso oyo tosoki epai malu bomboka na biso mer na biso minir soki epai na ye nga nazokende mpo mpona ke soki obata campagne mpona mokonzi mpe mpona nga moko mpe voter le numéro. Il faut que la Belgique ait ça la différence. Le zapping des news qui font le buzz sur le web.